Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Nous allons apprendre comment ces aventuriers ont réussi à donner un élan inattendu à leur existence malgré un chemin semé d'embûches. Et quels sont les dessous et les secrets de leur incroyable destin. Bienvenue, c'est Contre toute attente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François-Xavier de Maison. Bonjour FX. Bonjour Alexandre. Tu es né et tu as grandi à Asnières-sur-Seine dans un environnement privilégié. Tu es plutôt doué dans les études, droit à Nanterre et puis des études à sciences politiques. En 1998, tu intègres le cabinet PricewaterhouseCoopers comme spécialiste en droit fiscal. Quelques années plus tard, alors que tu réussis plutôt bien dans ta carrière, tu arrêtes tout pour faire du théâtre. Ça fait maintenant plus de 15 ans que tu montes sur les planches et tu as plus de 40 films à ton actif, dont Coluche, l'histoire d'un mec, pour lequel tu reçois une nomination au César en 2009. Donc après tes études de droit et de sciences politiques, rien ne te destinait vraiment à cette carrière artistique. Acteur, producteur, humoriste, directeur de théâtre, tu es aujourd'hui tout ça à la fois. Si on devait choisir un seul de ces métiers, lequel te correspondrait le plus ? La scène, je crois, c'est de là que tout vient et c'est là que tout ira. Donc voilà, c'est la scène qui me manque le plus quand j'arrête en tout cas. Voilà. Donc tu as découvert le théâtre au collège grâce Oui. à ton professeur de français, tu te souviens comment il s'appelle ? Monsieur Deléan, je l'adorais. Petit bonjour, tu l'as pas revu ? Si, je l'ai revu. Ouais. Je l'ai aperçu, on s'est vu 2-3 fois depuis. Et tu prends immédiatement goût à la comédie. Ensuite, même pendant tes études universitaires, tu suis la classe libre du cours Florent. Ouais, j'ai toujours eu cette double dimension comme ça, bon élève et saltimbanque. C'est vrai que mes parents, ça fait partie de l'accord, me disaient effectivement, tu peux faire du théâtre, tu peux prendre des cours de théâtre, mais il faut que tu poursuives des études universitaires. En tout cas, nous, c'est ce programme que nous financerons, quoi. Voilà. Donc c'était assez clair. Mais pourtant, à la fin des années 90, tu abandonnes complètement. Oui, en fait, c'est pas fin des années 90, c'est 2001. Je suis à New York au moment du 11 septembre 2001. Je suis à New York chez PricewaterhouseCoopers, justement. Et je viens en direct les événements du 11 septembre et je réalise à quel point la vie est courte et que je ne veux plus perdre ma vie à la gagner. Voilà. Ça, c'est une phrase que tu cites souvent, qui est une phrase assez folle. En tout cas, assez folle pour un jeune qui avait sa réussite avec lui, qui était à New York. J'avais 29 ans, donc c'était pas non plus... Tu étais plutôt un bon avocat fiscaliste. J'étais un bon élément puisque j'avais fait un jump et qui m'avait envoyé aux États-Unis, qui sont quand même des marques de reconnaissance dans ce genre de structure. Donc, moi, je prenais à cœur ce que je faisais. Je pars du principe que quoi qu'on fasse, il faut quand même le faire bien, sinon les réveils matinaux sont difficiles. Mais tu avais la passion non, je n'avais pas la passion, mais je faisais bien ce que j'avais à faire. Je voulais atteindre mes objectifs, j'étais plutôt motivé, voilà. Mais ça a été comme un appel. Après ce 11 septembre, je me suis dit qu'il fallait absolument que je revienne sur scène, que sinon j'allais mourir, quoi. Que c'était vraiment c'était là que j'allais trouver mon oxygène, voilà. 2001, donc tu restes quelques mois après, voilà, exactement. où tu reviens directement. Non, je reste quelques mois à New York, où je commence à écrire les bribes de ce qui sera mon premier spectacle. Dans un open space où on parle une dizaine de langues différentes, et je me mets à écrire des personnages très français, très franchouillards, un vieux boxeur. Tu te souviens de ce premier caractère ? Tu te souviens ? Ouais, c'est un boxeur. Non, c'est un animateur de séminaire. Vas-y, comment il s'appelait ? Je sais plus comment il s'appelait, parce que je l'ai pas fait depuis 10 ans, mais oui, on va échanger dans le respect de l'autre, autour d'un café fédérateur, bonjour, tout comme ça. C'est ton premier. Ouais, très en empathie, on va organiser des tables rondes. On va prendre des petits cafés dans le respect de l'autre. Tout était dans le respect de l'autre. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça a été le premier personnage. Ensuite, il y a eu un vieux boxeur en retraite, donc rien à voir, qui est apparu. Je suis sorti de ma douche, j'ai mis un peignoir à capuche, et puis devant la glace, tout d'un coup est né le boxeur. Donc c'est rigolo de voir que tout ça était en moi et que c'est sorti presque malgré moi, quoi, en fait. Et lui, son nom, il s'appelait Gérard Martignan. Vas-y, Gérard. Oh, je sais plus, je l'ai pas fait depuis 10 ans. Allez, tape dans le sac, comme ça, je suis pas... oui, t'es venu avec les bras de ta sœur ou quoi ? C'était ces vieux types comme ça, à la Audiard, qu'on retrouve dans des vieux gymnases où même les mains se sentent les pieds. Quand tu prends cette décision-là, comment ton entourage, justement, réagit ? Au début, j'avais coché les cases Sciences Po, Paris, donc, et que j'avais quand même un début de petite reconnaissance dans mon monde professionnel. Ils n'ont pas vu les choses venir
Et ils ont trouvé que c'était sympathique, c'était à côté, ils ont cru que c'était plutôt quelque chose d'amateur, qui voilà. Et puis quand ça a commencé à vraiment à prendre, je dirais, une certaine place dans ma vie, bah, ils se sont dit qu'il fallait accepter cette décision qui était de ce changement de vie. Je dirais, mais je pense qu'ils ont eu la trouille. Et tu te souviens d'une anecdote ou d'une réflexion qui, 15 ans après, te marque encore Bah, ça a été quand même assez violent. Changer les choses, c'est quand même pas évident, surtout dans un monde aussi normé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont pris pour un fou. Ouais. Tu le dis dans une interview, pendant 2 ans, j'ai habité un minuscule appartement dans le 9e arrondissement. Je vivais très chichement. Une partie de mon entourage a cru que j'allais devenir fou. Est-ce que, compte tenu notamment des doutes de tes proches, il y a un moment où tu as regretté cette décision ? Jamais. Je ne l'ai jamais regretté. C'est vrai que quand la reconnaissance est arrivée, ça a été très très agréable. Ça me condamne un peu à être décalé toute ma vie en fait. Je pense que vraiment, effectivement, il y a eu cette prise de risque que j'ai assumée, qui a vraiment été l'élément fondateur de toute ma vie professionnelle et personnelle, puisque le changement de vie personnel fait partie aussi de ma vie. Donc, c'était au même moment ? Ça a été plus ou moins, oui, au même moment. Et puis, je dirais que je supporte pas quelque chose qui ne... Je pense que j'aime pas les gens qui se plaignent, en fait. Je pars du principe que soit on est content de ce qu'on fait et on l'assume, et soit on change. On essaye de changer quand on peut, hein, avec tout le choix. Enfin voilà. Mais c'est vrai que du coup, voilà, ça a été ma philosophie depuis. J'ai toujours été vers les choses qui me passionnaient. Voilà. Alors donc là, on se retrouve dans tes années à Paris, tes premières années à Paris, où tu trouves l'aide de tes anciens professeurs. Tu arrives à trouver un peu tes économies, ouais, c'est ça, hein ? Je vais voir, oui, enfin, mes économies qui n'étaient pas celles... qui était vraiment très légère à l'époque. Et je suis allé voir un ancien professeur que j'avais eu au cours Florent, Xavier Florent, et il m'a aidé à monter un projet de spectacle. Et des amis d'amis, Grégoire Louis et son épouse Audrey, m'ont présenté Jacques Bertin, directeur du théâtre du Gymnase, qui m'a prêté le théâtre pendant un soir. Et voilà. Et là, j'ai pu donner un spectacle. 2e acte. Voilà, exactement. Qui était un brouillon de ce qui sera mon premier spectacle. Et là, dans la salle, il y avait Samuel Le Bihan, comédien, qui a eu un coup de cœur artistique, humain, je pense, et qui m'a proposé de me produire. Et là, les ennuis ont commencé. Voilà. Et pourquoi Samuel Le Bihan était dans cette salle ce jour-là ? C'est des amis qui l'avaient fait venir, ou... Il était producteur son déjà ? ami et avocat Benjamin Sarfati, qui était chez Price avec moi, chez Landwell. Voilà. Je sais que c'est peut-être quelques années que tu l'as pas fait. Tu te souviens de ta première réplique quand tu rentres la première fois sur scène, quand tu joues 2e acte ? Je me souviens au moment où le rideau va se lever, je me souviens que il y a je me dis, j'ai hâte que le rideau se lève. J'ai hâte d'en découdre. Et ça, c'était très positif parce que j'aurais pu être tétanisé par un trac, mais j'avais hâte d'en découdre. J'avais hâte de leur montrer de quoi j'étais capable. Ta première phrase, à part le bonsoir ? Je crois que c'était... non, c'était... T'as dû y réfléchir pendant des nuits et des nuits, non ? Ouais, je crois que c'était un peu brouillon. Je crois que c'était pas très réussi le début, je crois. Et la salle était... Pleine. Ouais. C'était une première partie ou c'était... Ouais, c'est le principe de la corrida, tu sais, tu viens voir, tu vas voir un type, le toréador se faire planter par le taureau. Donc là, on venait me voir, je pense, non, il y avait une bienveillance, il y avait amical pour certains, et puis un côté quand même curieux, un mec qui monte au théâtre du Gymnase tout seul, pendant 1h30 devant 800 personnes, alors que c'est la première fois qu'il monte sur scène tout seul. Avec un peu de recul, sur 10 ? Combien tu mettrais à ce premier spectacle ? Je sais pas, ça dépend des critères. Mais c'était pas abouti, c'était très amateur, mais il y avait quand même quelque chose, il y a un souffle. Suffisant, en tout cas, pour intéresser un professionnel comme Samuel, et puis que tout le monde, ce soir-là, prenne au sérieux cette démarche. Est-ce que ta famille est dans la salle ou pas ? Oui, mes parents, tout le monde, ils sont terrorisés, les pauvres. Donc ils demandent pas à tous leurs amis de venir non plus ? Non. Enfin, quoique si, hein, quand même, il y a de l'ami d'amis. Les 800 personnes ne sont pas que des amis.
Non, mais il y en a beaucoup. À l'époque, j'en avais pas. Paradoxalement, j'en avais plus qu'aujourd'hui. Quand tu parles avec Samuel Le Bihan quelques années après, et que tu lui dis, mais comment tu as été assez fou pour me faire confiance, il dit quoi? Il trouve que c'était de la folie Il dit douce que, ou... oui, je pense qu'il était un peu inconscient lui aussi. C'était un moment de sa vie où il avait envie de s'intéresser aux autres. Et puis, il a vu que moi, j'étais assez proactif, que j'amenais des choses. Donc, il a accompagné une énergie qui était là qui avançait déjà. Donc, mais ça a été un vrai coup de cœur. C'est toujours mon ami, d'ailleurs, Samuel. Donc, c'est le parrain de ma fille, Sacha, et puis je suis le parrain de la sienne. Donc, en effet, assez proche. Donc, suite à cette rencontre, deuxième acte est rebaptisé... A Story pour les gens qui believe in dreams. Ce titre, un peu comme ta devise Ouais, parce qu'il y avait à un moment donné, il y avait une espèce de bande-annonce de film américain, American Picture Presents, comme ça. Donc il y avait cette dimension New York où voilà, donc on trouvait que c'était rigolo. Et puis ça a été, ça a démarré au Mathurin en mars 2005, et là les salles ont été pleines. Au bout d'un mois, les salles étaient pleines. La salle était pleine. Et après, j'ai joué 2 ans à guichet fermé. Petit Mathurin, Petit Montparnasse, Gaîté Montparnasse pendant 2 ans. Nomination au Molière. Et Antoine Decaune vient me chercher pour jouer Coluche. Donc ça a été ensuite très rapide, puisque ensuite j'ai enchaîné 45 films. Quand tu parles aussi de ces premiers moments, tu racontes qu'à tes débuts au théâtre, il t'est arrivé de jouer dans des salles assez importantes, de 700 places, où tu avais vraiment 2 personnes. Pas Alors, 2. la question, Pas c'est ça. 2, Est-ce que 11. Alors, donc 11. Donc on se posait la question si c'était du storytelling à la Corse. Non. Quand il y a 2, donc, mais c'est 11. 11. C'est compliqué, 11 personnes dans une salle de 700. C'est pas fait pour. Non, là, ça a été compliqué. C'est arrivé une fois. Non, c'est arrivé de nombreuses fois. C'était catastrophique, cette aventure au Théâtre des Jazets. Le théâtre était totalement disproportionné, c'était catastrophique. Et j'en ai vraiment bavé. Mais je faisais comme si ça allait. Tu faisais abstraction. Mais les gens qui m'avaient vu changer de vie se disaient, tu vois, c'est pas facile. Hein. Est-ce que tu penses c'est dur, ils venaient en loge, ils me regardaient, ils faisaient, tu penses qu'ils étaient contents? Non, je pense pas. Il y en a certains, ça devait les rassurer dans le fait qu'il pas prendre de risques. Faut pas changer, il faut rien changer. Donc tu parles de cette rencontre avec Antoine Decaune pour ce rôle-là de Coluche, le plus grand humoriste ou un des plus grands humoristes de l'histoire. Est-ce que Antoine Decaune a plusieurs choix? Est-ce que c'est toi ou personne d'autre? Je pense qu'il a eu un coup de cœur et évidemment les investisseurs du cinéma auraient préféré d'autres personnes plus connues. Ça aurait été qui aussi, non, d'après toi? Je sais pas. On parlait beaucoup de José Garcia qui était très proche d'Antoine à l'époque. Je pense qu'il y avait des acteurs qui étaient très bankable à l'époque, qui auraient très bien fait l'affaire. Mais Antoine n'en a pas démordu. Et ça, je lui suis reconnaissant parce que c'est grâce à lui que j'ai fait cette percée rapide. Et voilà, ça a été... c'est d'ailleurs le point la naissance d'une belle aventure aussi, et d'une belle amitié. Quand tu joues Coluche, donc après la sortie, nomination au César dans la catégorie meilleur acteur, est-ce que il y a un avant et un après pour toi, Coluche? C'est sûr, tout d'un coup, c'est la reconnaissance, c'est mon premier rôle principal et je suis tout de suite nommé meilleur acteur, donc ça, c'est énorme. Et puis, parallèlement à ça, il y a le spectacle qui a du succès. Donc, voilà, tout d'un coup, il y a 2007, 2008, 2009, c'est les années où je reçois à peu près tous les scénarios qui circulent. Donc, ensuite, voilà, j'ai eu la chance de tourner avec des gens... comme Toledano Nakache, dans Tellement Proche, ou de rencontrer des réalisateurs comme Hugo Gélin pour Comme des Frères, des réalisateurs de ma génération. Et puis j'ai enchaîné des films dont je suis très fier, voilà, certains, d'autres moins, mais ça a été ensuite assez... Le plus dur ensuite, c'est de faire des choix, c'est de faire les bons choix, voilà. Ouais, tu parlais de ces réalisateurs. Tu as aussi fait pas mal de films réalisés par des femmes. Oui. Alors, est-ce que c'est juste un concours de circonstances? J'adore travailler avec les femmes au cinéma. D'ailleurs, la série que j'ai produite est écrite et réalisée par une femme, Mélissa Drijard, et co-réalisée par Isabelle Doval. Là, j'écris en ce moment le scénario d'un film. Enfin, j'ai co-écrit avec Camille Fontaine son 2e film, et c'est elle qui va le réaliser. Mon associé dans B2 Film, ma société de production,
Maud Leclerc, ou au Théâtre de l'Œuvre, Kim Poignant, j'adore travailler avec les femmes, oui, vraiment. Est-ce que tu es arrivé à définir... Non. C'est juste que vous vous associez bien. Oui, je me suis pas posé la question pourquoi, mais c'est en parlant que je le réalise et que je l'assume. J'ai une longue liste, hein. Je vois que tu as Cécile Tellerman, Florence Quentin, Valérie Guignabaudet, enfin, il y en a un nombre assez important. Tu parlais des films tout à l'heure, une question simple, c'est quel est le film dont tu es le plus fier ? Je ne saurais pas te dire. Il y a un coup de cœur, un que tu il y a 10 fois. Tellement proche que j'adore, comme Des Frères, Coluche. L'autre soir, la semaine dernière, on a rediffusé La Chance de ma vie. Je trouvais que c'était très sympa avec Virginie Efira. Il y a L'Outsider de Christophe Baratier sur l'affaire Kerviel, où je me suis régalé. Il y a Michel G, milliardaire, maître du monde, qui est un film rigolo, un faux documentaire sur un milliardaire. J'avais pris beaucoup de plaisir à faire ça avec Laurent Lafitte. Bon, t'en as un certain nombre. Alors, on va faire l'inverse. Est-ce qu'il y en a un ? Je pourrais jamais le dire. Oh là là. Ah non, je peux pas le dire. C'est trop douloureux pour... Mais puis, il y a toujours quelqu'un qui l'aime bien, ce film-là. Quelqu'un du public qui va me dire « j'ai adoré tel film ». Et vous dites « ah bon ?» C'est vous ? Est-ce que tu sais, quand tu as fini de jouer, est-ce que tu sais que le film, directement, va être un navet ? On a une présomption, on a une... Ouais, des petites, un ressenti, mais on sait jamais, non. Le film, c'est une magie qui se fait avec la musique, avec le montage, voilà. Après, il y a des tournages qui se passent formidablement bien, d'autres qui sont plus tendus, c'est normal. Hein. Aujourd'hui, on parle pas mal, tu parlais de ta série à succès Quadra. On parle aussi de celle de 10% dans le monde monde magique du cinéma. Grand succès en France. Est-ce que tu trouves que cette série représente assez bien ton métier, ce métier de comédien, d'agent? Oui, c'est bien fait, c'est très très bien fait. T'as fait une apparition dans les 3 saisons? Non, j'ai pas fait d'apparition, on me voit juste dans le bureau de l'agent d'Isabelle Huppert, on me voit juste en photo, donc c'est pas, voilà, c'est le stade intermédiaire. Avant d'avoir un rôle, on te voit en photo. Non, mais c'est super bien fait, moi j'adore, je suis fan. Je suis fan. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à monter en gamme au niveau des séries en France. Séries produites en France. Il y a Engrenage, Le Bureau des légendes. Et Quadra vient d'être acheté par la Fox. Ça va être adapté par Tom Capinos qui avait... Californication. Exactement. Créé Californication. Exactement. Et donc, du coup, on est très fiers. Exceptionnel. Nul n'est prophète en son pays. Et... Quand est-ce que ça va être... tu penses réalisé, diffusé? Là, je pense, je sais pas quels sont les rythmes aux États-Unis, mais je pense d'ici 9 mois, ce sera montrable. Tu avais écrit, J'avais eu l'idée originale. Et puis j'avais été voir Vincent Juillet et Mélissa Dréjard qui ont rebondi sur l'idée de faire quelque chose sur la crise de la quarantaine et le changement de vie, enfin l'envie de changer et voilà, ils ont eu cette idée du mariage qui part en live et j'ai bien aimé. Et quand on parlait des films et des agents, combien de scénarios quelqu'un comme toi peut recevoir? Ça dépend. Ça dépend les années, ça dépend, oui, ça dépend, les films d'avant. Ça dépend, et puis il y a scénario et scénario, il y a vraiment des trucs qui tombent des mains, mais il y en a aussi qui sont formidables et qui réussiront pas à se monter parce que le marché, les financements n'en veulent pas, donc... Est-ce qu'il y a un film que tu as refusé et après l'avoir refusé, tu as pu le regretter quand tu l'as vu au cinéma? Il y en a un ou deux où j'aurais dû... je me suis posé trop de questions. Ouais. Exemple. Je sais plus. Là non plus, on veut plus en parler. Si, oh là 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 là. Quelle timidité. Mais non. Alors, une autre question. Quand on parle tu sais, il y a eu les assises de la parité, de l'égalité, de la diversité dans le cinéma, portées par le collectif 50-50 qui s'est tenu en septembre. 6 mesures en matière d'égalité femmes-hommes ont été annoncées. La tenue la plus concrète consiste à accorder dès 2019 un bonus de 15% dans les subventions pour des films dont les équipes seront exemplaires en matière d'égalité hommes et femmes. Cette mesure est inédite dans le cinéma. T'en penses quoi, toi? Moi, je trouve ça super. Si ça peut... Déjà, moi, comme j'ai l'habitude de travailler avec des femmes, je vois la possibilité de financement supplémentaire, donc c'est très très bien. Donc, mais tu penses qu'une incitation financière est suffisante, doit exister? Si ça peut stimuler, oui, moi je trouve ça très bien. Oui, très bien.
J'ai entendu dire que tu avais du mal à dire non. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé de dire oui pour un rôle que tu n'avais pas du tout envie de jouer ? Non, jamais. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais une boulimie. Comme je changeais complètement de vie, il y avait une boulimie et j'avais envie d'enchaîner. Tout jouer. Voilà. Donc du coup, cette boulimie, elle s'est un peu tassée dans le sens où elle s'est mesurée. Aujourd'hui, j'essaie de faire plus attention à mes choix parce que ce sont ces choix-là qui vont déterminer la durée et la qualité d'une carrière au cinéma. Quoi. En parlant d'anxiété, tu es potentiellement anxieux. Potentiellement anxieux, oui. Comment tu y fais face ? Et surtout, comment tu fais face avant de rentrer devant une salle de 1000, 1500, 2500 personnes ? Ça va, ça c'est plutôt géré parce que je sais qu'aujourd'hui ce sont des gens qui m'aiment bien, qui viennent me voir, public est au rendez-vous. Là sur cette tournée, il y a 2 jours j'étais à Mont-sur-les-Mines, c'était la 206e date de tournée. J'ai fait 10 Olympias, donc à chaque fois c'est des gens qui m'aiment bien, qui me suivent, les salles sont pleines, donc ça rassure quand même. On se dit, bon, ils sont là quand même pour venir passer un bon moment. Donc, tu en as fait tellement qu'aujourd'hui, Je le gère, mais j'ai toujours le trac. On a toujours le trac de monter sur scène, forcément. Elle est où l'anxiété, alors ? Ce sont des choses nouvelles ? Oui, l'anxiété de est-ce que je vais dans la bonne direction ? Est-ce que le film va marcher ? Est-ce que le prochain spectacle va être bien ? Mais ça se gère aussi. Voilà. Tout... Sans disparaître, parce que ça fait partie je trouve, de la politesse des acteurs et des artistes que d'avoir le trac et d'avoir le doute quand même. Et au travers de tes spectacles, nous découvrons une panoplie de personnages. Est-ce que tu en as un préféré ? Ça dépend des soirs. J'en ai un ou 2 que j'adore. Mon directeur de théâtre, par exemple, qui, voilà... non, mais il est infaisable comme ça, il faut vraiment le contexte, il descend dans la salle... Et je l'adore. Celui-là, il pourrait durer 1 heure. Je pourrais lui faire dire n'importe quoi, je l'adore. Celui-là, c'est ton préféré. Il est d'une méchanceté crasse. Est-ce que c'est un rapport avec toi, directeur de théâtre ? Non, je pense pas. Peut-être. Faut demander aux gens qui travaillent avec moi. On les interviewera. En parlant de théâtre, c'est un sujet tellement important pour toi. Tu dis que le théâtre est l'endroit où tu te sens le mieux au monde. Oui, dans un théâtre. Le lieu du théâtre me parle vraiment énormément. C'est-à-dire que j'adore le lieu du théâtre, je trouve que c'est un endroit, je m'y sens comme dans le ventre de ma mère, quoi. C'est quelque chose de très rassurant. J'adore l'endroit, le lieu. Et est-ce que c'est pour ça que tu as voulu en posséder un, en coposséder un ? Posséder un, je sais pas, non. On possède pas un théâtre, on est responsable, on est passeur de quelque chose qui nous dépasse, parce que Théâtre de l'Œuvre, là, ça a été créé en 1893. C'est là qu'on a créé Ubu-Roi d'Alfred Jarry. Il y a tous les grands acteurs qui y ont joué. Voilà, moi, je vois comme... C'est les artistes et le lieu qui font un théâtre. Le directeur, il est là pour programmer, orienter, entretenir. Mais c'est vrai qu'on peut être fier avec Benoît Lavigne de notre programmation au Théâtre de l'Œuvre, qui en 2 ans a fait un bond de fréquentation déjà, et puis en termes de qualité de spectacles qui ont été programmés, et puis de diversité. On a eu quand même des gens comme Louis C.K., Jerry Seinfeld. Quand ils viennent à New York, ils viennent pour le New-Yorkais que tu es un peu, je sais que ça te parle. Après, on a eu des grands acteurs. On a eu le dernier spectacle de Robert Hirsch. On a eu Laetitia Casta, Raphaël Personnaz, Jean-Louis Aubert qui est venu 4 soirs faire des concerts acoustiques. Thomas Fersen, Charlotte Rampling, enfin on peut être fier de notre programmation, et puis on peut être fier du bar aussi qui est en dessous. On ne sert que des très bons produits, voilà. Et est-ce que donc d'en posséder un, en tout cas d'être ce passeur, pas de posséder, voilà. De passeur, est-ce que c'est un rêve que tu avais, ou est-ce que oui, c'est un rêve d'enfant. Rêve d'enfant. D'avoir un théâtre, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de gosse. Je pourrais passer ma vie dans ce théâtre. Malheureusement, mon emploi du temps ne me le permet pas, mais je pourrais passer ma vie dans ce théâtre. J'aime les ondes qui font vibrer les théâtres. Pour ce challenge qui a été de devenir le passeur de ce Théâtre de l'Œuvre, il faut quand même avoir une âme d'entrepreneur pour te lancer dans cette aventure. Sans doute. Et mobiliser les capitaux. Comment tu arrives à gérer justement ces aspects financiers importants dans un théâtre avec l'aspect artistique? Est-ce que parfois tu fais des choix de nouveau qui sont des choix parce que tu veux que le théâtre soit plein? Parfois justement votre programmation, parce qu'un théâtre c'est une programmation. C'est un équilibre permanent, voilà.
à trouver entre effectivement le goût du public, donc le succès, donc les caisses du théâtre, et notre conviction artistique propre. C'est tout le défi. Mais il est passionnant ce défi. Et puis l'art vit de contrainte et meurt de liberté. Waouh. C'est beau, hein. Ouais, je m'impressionne. C'est de toi? Non, pas absolument pas. Absolument pas. C'est de Louis Jouvet, je crois. Voilà. Parlons de théâtre. Qui a joué au Théâtre de l'Œuvre, d'ailleurs, je crois. Donc, quand on parle de théâtre, surtout pour des gens comme toi, des acteurs qui peuvent aussi bien être sur les planches que être dans un rôle au cinéma, quelles sont les différences majeures dans la performance? Parfois, on dit qu'il y a des acteurs de théâtre qui ne joueront ou qui joueront très mal la comédie au cinéma, et l'inverse est vrai aussi. Est-ce que tu trouves que c'est le cas aussi de ton côté? Est-ce que toi, tu trouves que tu peux être aussi bon sur les planches que... Ce sont deux exercices différents, en tout cas. Et sur les planches, il faut vraiment projeter. Il y a quelque chose une technique qui est différente. Il faut qu'on nous entende quand même au dernier rang du balcon. Au cinéma, c'est vraiment je pense la sincérité, le réalisateur qui va chercher quelque chose qui t'est propre, qui t'échappe peut-être parfois. Donc c'est la caméra qui vient te chercher. Au théâtre, il faut projeter, il faut aller vers le spectateur. C'est deux choses différentes. Et donc notre ami commun Jean-Luc Moreau, qui nous a fait nous rencontrer, pour toi, un directeur de théâtre, d'une pièce de théâtre, est aussi important qu'un réalisateur de cinéma? Tu vois vraiment un rôle assez similaire? Bien sûr. Ah bah oui, totalement. C'est lui qui va diriger les acteurs, c'est lui qui va donner du rythme, c'est lui qui fait le montage, le metteur en scène de théâtre. Il fait le montage en direct, dans le sens où c'est du direct, c'est du live. Mais c'est la même responsabilité. C'est lui qui va choisir les musiques, qui va donner l'inspiration, le souffle d'un spectacle. Et quand tu parles quand tu vois arriver Netflix en particulier, et ce monde du digital qui est en train de changer pas mal de choses dans ton industrie, comment tu l'appréhendes, toi? Tu vois ça comme quelque chose de positif? Je vois comme un nouveau terrain de jeu au niveau des séries. Moi, je suis très client de ces plateformes en tant que spectateur, et j'espère de tout cœur travailler avec elles pour développer avec ma société de production mes2 films, donc qui produit Quadra, des séries. D'ailleurs, dans l'esprit, Quadra est plus plateforme que télé, donc c'est la culture du binge. Moi, je peux m'enfermer un week-end et télécharger des séries, et j'adore. Et puis pour les acteurs, c'est génial, avoir 8 heures ou 10 heures pour développer un personnage, c'est passionnant. Pour les scénaristes, une histoire comme ça qui va avoir des rebondissements sur 8 heures, je trouve ça génial. Et tu vois qu'il va avoir des impacts, ou un impact ou des impacts importants sur ton industrie, en particulier du cinéma, où tu vois, parce que les chiffres sont toujours très positifs, les gens continuent à aller dans les salles. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Il y a ce qu'on a envie de partager avec les autres, une salle de cinéma, une salle de théâtre, une salle de concert, et il y a des films qui sont particulièrement adaptés à ça, et puis des grandes séries ou des comédies romantiques qu'on est content de consommer, je dirais, de manière plus feutrée, dans son salon, avec une personne différente à chaque fois. Et pour moi, c'est complémentaire. Après, les spécialistes, les distributeurs, les producteurs, peut-être te serviront un autre discours, donc je ne sais pas. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune qui voudrait devenir le prochain François-Xavier de Maison? Ça me flatte, j'adore, j'ai l'impression d'être comme ça, un oracle. Non, pas du tout, aucun conseil. Faut vraiment se fier à son instinct. Je pense quelque chose de très sain à s'écouter et à se connaître et à écouter son instinct. L'instinct, c'est vraiment quelque chose qui est souvent brouillé par les les conseils. Il faut écouter, mais à un moment donné, il faut s'écouter surtout soi. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de reconnaissance. À quel moment, d'après toi, la reconnaissance des autres
est arrivé? Est-ce que c'est... Mais je me vois pas comme ayant une reconnaissance des autres. Je pense qu'il y a des acteurs qui travaillent beaucoup plus que moi au cinéma, qui remplissent plus de salles dans le spectacle, T'as toujours plus. Il y a toujours plus, il y a toujours... Voilà, et on est toujours... donc, moi, c'est toujours aller vers des projets, des rôles encore plus intéressants, encore plus passionnants, encore... Voilà. Je le cherche encore, ce film qui va faire que la critique, le public et ce que je suis en tant qu'acteur vont s'aligner pour un grand rendez-vous. Ça a été le cas avec Omar dans Intouchable, ou on peut parler de grands rôles pour de grands acteurs. Moi, j'ai démarré tout de suite avec un sacré rendez-vous qui était Coluche. Mais je ne désespère pas de retrouver comme ça des rendez-vous vraiment très, très marquants tout au long de ma carrière. C'est ce que je recherche et c'est pour ça que je continue. Et la critique que tu citais en premier est pour toi vraiment important? Ça, il y en a plus ou moins objectives, mais c'est toujours agréable, on va pas se mentir. On préfère que un journal titre exceptionnel, c'est un François-Xavier génie, des Maisons, plutôt que c'est affreux, c'est horrible, quelle honte. Et 18 ans après ce changement de vie, déjà, ça passe vite. Tu es heureux de l'avoir fait? Aujourd'hui, très, très heureux de l'avoir fait, indispensable. Et puis, je suis très heureux aujourd'hui dans l'équilibre que j'essaie de mettre avec toutes ces activités. C'est ça qui me rend heureux, c'est d'avoir cette activité d'acteur de cinéma, de la scène, directeur de théâtre, producteur. Scénariste maintenant. Oui, ouais, aussi. Mais c'est tout ça qui me rend heureux. Et maintenant, je sais que tu as du mal à donner des noms, mais je vais te poser des questions pour lesquelles j'aimerais avoir une réponse. Quelle est la pièce de théâtre que tu as préférée au cours de ces dernières années? En tant qu'acteur? Non, pas la tienne. Hein. Une des pièces de théâtre où tu es allé, ou un spectacle, ça peut être pas forcément une pièce de théâtre, mais quand tu es rentré dans une salle de spectacle, quelle est celle que tu as trouvée juste géniale? Tu te dis, j'aurais aimé la faire. J'avais adoré, c'était un spectacle complètement barré, à l'Odéon, Atelier Berthier, Société Raphaël Asensio. J'avais trouvé ça complètement délirant. Il y avait des bagnoles qui tombaient du ciel, enfin c'était du délire complet. J'avais trouvé que c'était tellement créatif, tellement fou, tellement intelligent, j'avais adoré. Et quand tu parles de ça, puisque tu étais aux États-Unis, est-ce que tu as aimé ou est-ce que tu aimes aller, quand tu vas à New York de nouveau, tu vas voir les spectacles à Broadway? J'adore, je suis très très client des comédies musicales. Forcément. La précision, Je vais à Londres souvent avec ma fille et je l'emmène toujours voir une comédie musicale. La pauvre, l'autre jour, elle s'est fait 3 heures de Misérables. Ah, t'es dur. Elle n'en pouvait plus, elle comprenait rien. C'était terrible à 11 ans. Donc... Bon, même question pour le film. Quel est le film qui t'a ému aux larmes Moi, j'adore David Lynch. Je suis très très fan. Donc, Mulholland Drive, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Après, j'en ai plein que j'ai adoré. En parlant de David Lynch, est-ce qu'il y aurait un réalisateur pour toi que tu changerais tout pour juste tourner un film avec lui ou avec elle? Il y en a un qui... On devait faire un film avec Emir Kusturica et puis 3 semaines avant de partir tourner, ça s'est pas fait. C'est un grand regret puisque c'est vraiment un réalisateur que j'admire énormément. Quel est pour toi aujourd'hui le meilleur acteur au cinéma? Meilleur acteur au cinéma, je suis très très fan de Denzel Washington, j'adore cet acteur. Il y a des grands acteurs de théâtre. Oui. Moi, je trouve que j'ai été voir Plaidoirie là, de Richard Berry. Richard Berry, qui est vraiment assez impressionnant. Donc, je suis assez client, en fait. Je suis assez fan de mes camarades. On va dire ça. On termine régulièrement ces interviews, ces discussions, ces conversations par un quiz. Ah bon? Voilà. Donc, tu as 2 choix. Oui. Une réponse. Très bien. Que tu peux expliquer ou pas. Prêt? Je suis prêt. Pierre Richard ou Louis de Funès? Louis de Funès. La Normandie... C'était un ami de ma grand-mère. Oh. Ouais. D'enfance. Voilà. Bouclé. Ouais, c'est rigolo. Hein. La Normandie ou la Corse? La Corse. Wonder Woman ou Spider-Man? Wonder Woman. Je sais pas. C'est intéressant. Définitivement. Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze? Oh, j'adore les deux, c'est difficile. C'est difficile.
Côté américain de Gad Elmaleh, Ouais, de risquer tout, Ouais, allez, voilà, Gad. peut-être. Boxe anglaise ou boxe thaï? Boxe anglaise. J'ai fait de la boxe thaï et puis Pas suffisamment. j'ai pas le physique quand même. Sanglier, alors c'est là. Sanglier ou castor? Bah, le castor, Bitou, la mascotte de mes premiers spectacles. Exactement. Pourquoi sanglier d'ailleurs? Sanglier parce que, je sais pas, il y a quelqu'un... Enfin, comme je suis tout en dos, je trouve que je ressemble un peu à un sanglier. C'est toi qui dis ça d'ailleurs. Relooking extrême ou les maçons du cœur? Le relooking extrême, c'est un programme... Pour ceux qui ne connaissent j'ai pas, une je passion pense. pour... En fait, on prend quelqu'un de très très moche et on investit énormément d'argent, de chirurgie plastique, de régime. On l'habille très bien et il devient très très potable. D'accord. Et ensuite, on le remet dans sa famille où tout le monde est moche. Et c'est très compliqué comme... Et tu vas pas me dire que c'est quelque chose qui existe en France, ça. Ça a été produit ailleurs et c'était non, juste... ça n'existe possible. pas. Ça vient des États-Unis, je suppose. Oui, mais bon, je pense qu'on trouvera l'angle pour l'adapter. Acteur ou humoriste? Acteur. Oxmo Puccino ou Akhenaton? Oxmo, je le connais, j'ai la chance de le connaître et de temps en temps discuter avec lui. C'est quelqu'un que j'admire énormément et que j'aime beaucoup. Tennis ou badminton? Tennis, badminton, j'ai jamais compris. Ça m'a toujours vraiment agacé. L'énergie qu'il faut dépenser pour pousser ce petit volant là comme ça. Ça m'a agacé quand j'étais petit. On m'avait offert un truc de badminton. Sport olympique. Ouais. Dernière question, théâtre ou cinéma? Théâtre. Alors, s'il faut choisir. FX, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai cru que tu allais dire FX ou JP. J'ai envie de dire FX. FX. Oui. D'ailleurs, FX, François-Xavier, ça... J'aime bien FX, je trouve ça très affectueux, ça me plaît qu'on m'appelle FX. Même les gens qui ne le connaissent pas. Même les gens qui ne me connaissent pas, c'est une bonne entrée en matière, ça me plaît bien. Tes parents t'appellent comment? Mes parents m'appellent... François. Non, ils ont des petits surnoms Ah, très, très, très mignons, très animaliers. D'accord. Donc merci beaucoup encore d'avoir accepté. Merci, c'était un vrai plaisir et à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À la prochaine.